c'est un côté un peu génération de maintenant on veut plus mettre en avant notre santé. Et puis sur le côté de si j'investis 50 francs, tu vois, c'est minime. Toi, t'as des apps où tu te dis ça a vraiment changé ma life. Ouais, bullshit. Il y a cette culture en Suisse, je pense qu'on n'a pas envie de montrer, tu sais, qu'on a liké des trucs et tout. Ouais, on dit qu'à l'algorithme, Bah ouais. que le contenu là il est pas intéressant. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de MB Podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérémy Torrent. Jérémy qui aide les personnes à créer des revenus passifs. Il a déjà plus de 19 investisseurs qui l'ont suivi. Jérémy, bienvenue dans le podcast, comment tu vas ? Merci Mathéo, je vais bien, je te remercie. Comment tu es arrivé à accompagner 19 investisseurs ? Raconte-moi un peu ton parcours du coup. Le parcours, c'est un petit peu comme on discutait tout à l'heure. Moi, j'avais commencé à m'intéresser un peu aux finances vers 2020-2022. Ok. J'ai travaillé un peu dans la partie logistique et puis un peu de commerce et puis je me suis intéressé à ça à côté. Ouais. J'ai commencé à suivre des formations un peu en France sur comment est-ce qu'on gère son budget dans un premier temps, comment est-ce qu'on va pouvoir investir en bourse dans un second temps, Ouais. toujours avec cette notion de long terme. Et je m'étais dit que c'était vraiment intéressant de redonner ça un petit peu en Suisse parce que toutes les formations que j'avais suivies, c'était exclusivement en France. Ok. Et il y a des choses que nous, on n'a pas en Suisse. Par exemple, le PEA, le plan d'épargne en action, c'est quelque chose qu'on n'a pas. La partie d'impôt, elle est complètement différente. Ouais. Et ce que je trouvais ultra compliqué, c'est que quand j'ai essayé de chercher un peu toutes ces informations en Suisse, que ce soit sur Internet, des chaînes YouTube, j'ai rien trouvé. Ok, ouais. Il y a des blogs un petit peu que j'ai pu trouver, j'ai pu faire un peu trouver quelques infos sur les courtiers qu'on va pouvoir utiliser, comment est-ce qu'on va déclarer nos dividendes, nos impôts à la fin, mais tous ces process, c'était ultra compliqué. Moi, ça m'a fait perdre beaucoup de temps, même un peu d'argent, beaucoup d'énergie. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait ultra intéressant de reproposer ça derrière, mais vraiment axé pour la Suisse, finalement. Ouais. C'est incroyable parce que si on reprend un peu ton parcours, on a discuté tout à l'heure, tu as fait un apprentissage employé de commerce, après tu as un peu profité, tu es revenu, tu as fait un apprentissage de logistique, tu as fait 2 apprentissages, et aujourd'hui tu as cette passion de l'investissement qui est arrivée. C'est arrivé comment finalement cette passion ? Comment ? Je pense que c'était sur la partie dans laquelle j'étais à l'usine, donc dans la logistique, et je me disais que finalement il fallait que je trouve un moyen de gagner plus d'argent. Alors, au-delà de la partie revenu de l'activité, donc au niveau salarial, il fallait que j'augmente mon salaire avec soit des diplômes supplémentaires, soit une activité à côté, mais il fallait aussi que j'ai un peu cette partie revenu du capital. Où finalement, ton argent te génère de l'argent. Et c'est là que j'ai commencé justement à m'intéresser dans un premier temps à lire pas mal de bouquins sur l'éducation financière, sans rentrer dans vraiment le côté technique de qu'est-ce que l'investissement en bourse. Et par la suite, du coup, je me suis vraiment intéressé au côté technique de qu'est-ce que l'investissement en bourse, suivi des formations. Et je pense que c'est vraiment cette réflexion de j'ai envie d'avoir plus d'argent parce que je ne me vois peut-être pas travailler jusqu'à 65 ans dans le schéma vraiment classique. Je vais devoir trouver une autre solution, une autre voie. Et c'est un peu naturellement, on va dire, que l'investissement s'est présenté à moi. Tu sais, on discutait aussi, on a différents types d'actifs. Moi, la partie bourse, c'est vraiment un élément qui m'a tout de suite un petit peu pris, dans lequel j'étais intéressé. Et je me suis plongé là-dedans. Et depuis, je suis vraiment resté focus là-dessus. Si on reprend ce déclic que tu parles là à l'usine, on est à peu près de la même génération. Tu penses que c'est toute notre génération qui est à peu près comme ça ou qui veut peut-être plus se focus sur la santé, l'équilibre vie perso, vie au travail, ou bien tu penses que c'est que nous et finalement c'est nous qui sommes différents? Je sais pas, bon, c'est forcément propre à chacun. Parce que si je prends tout mon parcours à l'usine, il y a vraiment les premières années où j'étais heureux de faire ce que je faisais. C'était cool, je me levais le matin, c'était vraiment génial. Mais après, ça s'est un peu transformé en finalement, si c'est que ça pour les 20-30 prochaines années, ça va pas me suffire. Et je pense que c'est vraiment déjà au niveau de l'argent propre à chacun. Au niveau de la santé, c'est vrai que comme tu dis, c'est un côté un peu génération de maintenant, on veut plus mettre en avant notre santé. Pas forcément travailler 8h, 8h30 par jour à 100%, mais avoir un 80% et puis un jour de repos un peu plus pour nous, pour cet équilibre justement vie pro, vie perso. Je pense que c'est aussi un côté très générationnel. Parce que c'est le côté santé, côté financier qui va plus nous intéresser. Là, c'est vraiment propre, je pense, à chaque personne. Ouais, en effet. Mais du coup, par rapport à cet équilibre perso, toi, tu t'organises comment avec ta vie perso et le travail ? C'est un peu plus compliqué parce que forcément, du coup, quand on essaye d'entreprendre ou d'augmenter un petit peu ce revenu de l'activité, d'avoir plus d'argent à la fin du mois, il faut forcément travailler plus, c'est corrélé.
Donc, ça demande pas mal de temps et d'énergie pour le travail, pour l'activité. Et c'est simplement un équilibre à trouver avec... tu vois, moi, je suis marié. Donc, simplement avec son partenaire, d'avoir un équilibre entre les moments qu'on va passer ensemble, puis ces moments qui sont un petit peu de qualité. Ouais. C'était pas basiquement sur Netflix, chacun sur son téléphone, et puis tu regardes la série. Ok, C'est ouais. vraiment un truc où tu es avec l'autre. Ouais. Puis par contre, voilà, peut-être 80% du temps, tu bosses, Ok. et le pourcentage que tu passes avec l'autre personne, tu es vraiment avec elle. Ouais. Pas, Et du coup, comment tu te dis, ah là, ce soir, on passe pas de la soirée ensemble, écoute, Ouais. je dois bosser sur un truc. Enfin, c'est souvent que ça arrive maintenant, ou bien c'est plutôt de temps en temps? Non, je pense que c'est assez régulièrement. Ok. Déjà, depuis quelques années, je suis pas mal de formations et tout. On discutait avant aussi, j'essaie de développer un peu la présence sur les réseaux, ce genre de choses. Ça demande pas mal de temps, d'énergie, d'implication. Donc souvent, le soir, ou bien même en journée, je suis un peu derrière mon ordi sur mes projets. Mais il y a aussi un petit peu une routine. Ok, ouais. Tu vois, typiquement, je sais qu'en fin de journée, moi, je fais moins des tâches qui sont essentielles. Ouais. Je fais les plus gros du travail le matin ou en début d'après-midi, puis le soir, c'est un peu plus tranquille. Ok. Puis des fois, tu peux te permettre de juste dire, bon, ce soir, je ferme l'ordi, je suis avec madame. Ouais. Et après, tu te mets des routines du style, le dimanche, tu fais que la journée famille. Ok. Et tu touches pas au téléphone, le téléphone est dans une autre pièce, t'as pas les notifs et ce genre de trucs. Et ça t'arrive? Ouais, de plus en plus. Et je le vois aussi au-delà du côté équilibre, vie pro et puis vie un peu personnelle, mais plus pour toi, ta santé. Au bout d'un moment, tu câbles si t'es que derrière l'ordinateur et essayer de taffer. Bah, c'est vrai que là, je reviens d'un voyage en Nouvelle-Zélande. Et en fait, le kiff, c'est d'être sur la route. Ouais, je pense. Et t'as ton téléphone qui est long parce que tu peux pas regarder ton téléphone quand tu conduis, tu vois. Oui, donc, donc, en fait, ça, c'est vraiment la désintox sûre. Tu peux pas, de toute façon, si tu veux avancer, t'es obligé d'aller rouler. Ouais. Donc, en fait, t'as pas le choix, tu laisses ton téléphone loin et puis tu profites. Mais ouais, compliqué, franchement, de décrocher par rapport à ça. Moi, je suis assez fan aussi de des petites applications ou bien des petits hacks de productivité, ce genre de trucs. Et j'avais une application là qui me bloque certaines apps. Alors, tu peux mettre soit par des plages horaires, soit après X pourcentage de minutes passées sur l'application, elle te bloque. Puis elle te met des niveaux. Donc, niveau facile, tu attends 5 secondes, tu débloques. Tu as vraiment des niveaux difficiles, tu vas mettre un code et tout. Et c'est vrai que des fois, juste, tu as des petits hacks, genre tu mets ton téléphone dans une autre pièce quand tu bosses, ou tu installes ce genre d'application. Ça te permet vraiment de te déconnecter du téléphone. Et puis simplement, tu passes plus de temps juste à être des fois présent. Et aussi avec les personnes qui t'entourent, proches, collègues de travail ou autres. Clair. Parce que là, t'as des apps de productivité là, que tu utilises au quotidien Ouais, alors celle que je te disais là, c'est Opal. Ça te permet justement de bloquer un petit peu ces apps. Enfin, le temps que tu passes sur ces applications. Sinon, des autres... Il y a une des astuces que j'avais vues sur Internet, justement. Tu mets ton téléphone en noir et blanc. Et des fois, ça t'empêche... Enfin, c'est moins... t'es moins happé par ces applications en couleur, ces notifications et tout. Donc, tu vas moins sur Insta, LinkedIn, ce genre de trucs. Alors, j'ai essayé. Des fois, ça marche pas non plus tout le temps. C'est un peu particulier. Mais sinon, non, j'ai juste une application qui me suit un peu des habitudes. C'est juste pour les routines, combien de temps tu as bossé, est-ce que tu as fait certaines tâches, et puis si tu suis dans le temps, puis tu vois si tu es en progression, tu es en constance, en croissance. J'ai essayé de faire ces apps, mais en vrai, c'était genre tellement contraignant de remplir chaque fois que j'arrivais plus à suivre, en fait. Des fois, je switchais, j'oubliais de changer, et puis j'avais un tracking qui était complètement faux, en fait. Ouais, moi, je m'étais aussi laissé prendre par le piège de je dois vraiment traquer le moindre faits et gestes. Et au bout d'un moment, c'était presque contre-productif. Totalement. Parce que tu t'en veux à toi-même, tu culpabilises, puis à la fin de journée, tu as une boule au ventre en mode merde, j'ai pas coché cette case. C'est-à-dire que ma semaine, j'ai pas fait tant de choses, je me suis pas rapproché de l'objectif, mince, je m'éloigne et tout. Et c'est presque contre-productif. Et puis si on revient du coup à ton business, là, t'en es où du coup dans le dev de ton business ? Là, l'objectif, c'est de lancer, dès le mois de février, un accompagnement pour vraiment aider les salariés en Suisse à investir en bourse sur le long terme. Comme je te disais avant, vraiment toute la formation que moi j'ai suivie pour apprendre à investir, alors ça va vraiment de l'éducation financière, la partie budget, la partie investissement en bourse et puis le suivi finalement. Mais tout ce contenu, c'était vraiment des créateurs de contenu et puis des entrepreneurs en France. Et c'est de refaire la même chose, mais en Suisse, et vraiment avec nos spécificités. Les courtiers auxquels on a accès, comment on déclare aux impôts, même au-delà de ça, des fois un petit peu le système social en Suisse, comment tu peux optimiser tes impôts, ce genre de choses. Et du coup, là, c'est quoi un peu Donc, c'est ton client, c'est un salarié qui a un peu d'argent à mettre de côté. Comment ça fonctionne dans le processus, du coup ?
Là, idéalement, ce serait un peu les personnes, tu vois, j'aimerais aider le Jérémy, on va dire ça, qui commençait à s'intéresser à la finance en 2020, 2022, ce genre de choses. Donc, c'est plus une personne entre 20 et 30 ans qui a voilà, un salaire, et puis sur ce salaire, il peut mettre plusieurs centaines de francs de côté pour de l'épargne ou de l'investissement. Et ensuite, comment tu investis ça concrètement sans forcément passer par un fonds de gestion actif, un conseiller financier, une banque ou autre. Parce que quand tu apprends à le faire, déjà, c'est pas excessivement compliqué. Et c'est un petit peu comme tout, ça te demande du temps et de l'énergie au départ. Mais du moment que cette compétence est acquise, finalement, tu peux la mettre à profit tous les mois et ça te prend moins de 30 minutes, moins d'1 heure par mois, quoi. Ok. Parce que là, l'objectif, c'est que les gens ils passent le moins de temps possible en fait, sur leurs investissements et qu'il y a quelque chose qui se fasse tous les mois, c'est ça? Alors ça dépend parce que dans la partie stratégie en bourse, tu as 2 axes principaux. Tu as la partie stratégie passive où là tu vas grossièrement investir sur un ETF en logiciel. Là c'est vraiment le travail sera de sélectionner quel ETF te correspond selon ton profil, ta stratégie. Et du moment que ce travail est fait, vraiment ça te prend 5 minutes par mois. Tu fais tes ordres permanents depuis ton compte à la Raiffeisen, l'UBS, tu vas ça sur ton courtier, ça convertit en dollars, tu achètes ton ETF, ça te prend 5 minutes. Ou alors tu peux aussi avoir la stratégie active. Et là c'est vraiment tu vas sélectionner les actions dans lesquelles tu souhaites investir, avec une stratégie à dividendes, une stratégie de croissance, de valeur, enfin peu importe, ça dépend toujours du profil de la stratégie. Et là, c'est un petit peu plus énergivore, on va dire, en termes de temps, parce que y a forcément cette première phase d'apprendre qu'est-ce que c'est qu'une action, qu'est-ce que nous, du point de vue de l'investisseur, ça signifie, comment est-ce qu'on analyse les ratios d'endettement, valorisation, ce genre de choses. Et par la suite, comment est-ce que je mets en place ça tous les mois? Ça te demande peut-être 2, 3 heures par mois maximum. Et du coup, moi, j'ai 24 ans. J'imagine j'ai 200 francs à mettre tous les mois. Qu'est-ce que tu me proposerais par rapport à ça, du coup? La première étape, qui est à mon sens la plus importante, c'est avant de se concentrer sur la partie investissement, c'est de regarder en termes de fonds d'urgence. D'avoir toujours, alors ça dépend de la personne, mais entre 3, 6, 12 mois, l'équivalent de ton salaire de côté. Et vraiment, si tu as un pépin, tu as la voiture qui lâche, un souci de santé, ce genre de choses, tu es serein sur le plan financier. Je pense que quand tu es jeune, puis que tu as plusieurs centaines de francs à mettre de côté, au départ, c'est vraiment essentiel de se concentrer, d'avoir un fonds d'urgence. Puis par la suite, tu vas commencer peut-être à t'intéresser aux investissements. Donc si on parle un peu du système d'assurance, système social en Suisse, tu as la partie 3e pilier. Des fois, ça peut être intéressant parce que tu peux investir et économiser des impôts. Du moment que le montant maximum il est atteint, là, tu peux aussi te concentrer sur la partie en bourse. Donc toi, tu conseillerais d'abord d'investir dans le 3e pilier et ensuite en bourse? Alors, ça dépend toujours des moyens. Le 3e pilier, c'est intéressant, mais tu sais, c'est très limité dans les solutions que tu vas avoir pour utiliser cet argent. Donc, finalement, t'es pas obligé, si le maximum, sauf erreur, ça va être 600 francs par mois, quelque chose comme ça. Si tu n'as pas 600 francs par mois, tu peux très bien prendre 200. Puis sur ces 200, tu mets 100 francs sur le 3e pilier. Tu sais que c'est un petit peu bloqué, c'est très contraignant dans la façon de pouvoir utiliser l'argent. Mais tu as au moins une déduction fiscale à la fin. Puis sur les autres 100 francs, là, tu t'organises pour investir en bourse. Donc, un simple ETF, des fois, ça va très bien. Et là, tu es vraiment libre d'utiliser cet argent vraiment comme tu veux dans 5, 10, 8 ans, peu importe. Et justement, là, on voit beaucoup de 3e pilier. Il y a des courtiers comme, je sais qu'il y a Viac, il y a les courtiers en banque, enfin, il y a les banques, 3e pilier banque. Il y a aussi des 3e pilier assurance. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi la différence entre un 3e pilier banque et un 3e pilier assurance? La principale différence, c'est que la banque, quand tu mets de l'argent, tu n'es pas lié à un contrat. C'est-à-dire que tu mets vraiment le montant que tu veux. Tu veux mettre 100 francs cette année, tu veux mettre 5000 francs sur l'année, tu fais vraiment ce que tu veux. L'année suivante, malheureusement, tu perds ton job, tu as des soucis financiers, tu ne peux pas mettre de l'argent au 3e pilier, tu fais ce que tu veux. Donc, tu es très libre. Mais tu n'as aucune sécurité derrière. La partie assurance, tu as un contrat avec la compagnie. Ce contrat, il va être déterminé sur certains éléments, ce que tu as besoin en termes de capital, de rente, ton état de santé aussi. Des fois, quand tu es jeune, puis tu es en bonne santé, tu n'as pas eu d'opération, tu n'as pas eu d'allergie, tu n'es pas fumé, ce genre de choses, tu auras ta partie risque qui sera quand même nettement moins chère que si tu es un petit peu plus âgé avec des états de santé un peu plus avancés ou délicats. Et cette partie assurance, finalement, tu vas payer pour un risque. C'est-à-dire que si tu es malade ou en accident et que tu ne peux plus bosser jusqu'à ta retraite, tu as l'assurance qui prend le relais. Mais la contrainte, c'est qu'aussi, si maintenant tu as une situation financière un petit peu compliquée, tu ne peux pas mettre ce montant dans le 3e pilier, en fait, tu t'es engagé par le passé avec un contrat à mettre ce montant. Donc, pour un jeune, finalement, qui sort d'apprentissage, tu redirigerais plutôt vers un 3e pilier banque ou un 3e pilier assurance?
C'est intéressant parce que moi, je trouve toujours que il faut réfléchir en disant banque et assurance Ok. et pas banque ou assurance. Ok, ouais. Puis après, la proportion entre est-ce que je fais 50-50, Mhm. 70-30, bah là, c'est vraiment selon, voilà, bah, comme tu disais, hein, si tu es jeune, selon ta situation, si tu as Ouais. une famille, tu as un bien immobilier avec madame, tu as peut-être des enfants à charge. La proportion entre les deux va un petit peu changer selon la situation. Ok. Mais c'est toujours intéressant d'avoir les deux et de prendre un peu les avantages, inconvénients des deux. Ok. Et du coup, je pense pour un jeune, favoriser le côté bancaire, c'est plutôt intéressant parce que forcément, tu as cette liberté Bien et sûr, puis ouais. tu n'es pas tenu par un contrat. Ouais. Mais de nouveau, avec le questionnaire de santé, c'est aussi intéressant de s'intéresser, justement regarder un côté assurance aussi. Ok. Parce que finalement, ta partie risque, tu vas pas la payer très cher. Ouais. Alors que si tu repousses ça à 30, 40, 50 ans, ben, ce sera peut-être, tu vas vraiment payer très cher par rapport à ce que tu vas avoir en retour si tu as une maladie ou un accident. Ok. Ouais, je comprends. Et du coup, il y aurait donc il y a ce troisième pilier qui est finalement un des premiers leviers qu'on a en Suisse pour l'investissement. Mhm. Et l'autre levier, donc c'est l'investissement en bourse, du coup. Et cet investissement en bourse, comment toi tu le proposes finalement? Alors moi, c'est uniquement de la partie enseignement, c'est vraiment transmettre les connaissances Ok. de comment, voilà, ce que j'ai appris, ce que je mets Ouais. aussi au quotidien, enfin, simplement tous les mois avec mon argent, Mhm. le retransmettre derrière. Et c'est, à mon sens, la stratégie qui est quand même la plus idéale. Tu te construis un socle passif avec des ETF, donc des fonds indiciels, c'est des paniers dans lesquels Mhm. on regroupe plein d'actions, c'est diversifié, c'est simple et rapide et accessible pour 90-95% des investisseurs. Ouais. À vue d'œil, hein, j'ai pas d'études, mais à vue d'œil. Et ensuite, au-delà de ça, tu mets quelques petites actions qui vont te permettre justement d'avoir peut-être une meilleure rentabilité. Ok. Et après, est-ce que tu fais 80% de socle passif, 20% de sélection d'actions, Mhm. tu fais 50-50, de nouveau, on en revient, ça dépend de ta situation, ton Ouais. profil, ton aversion au risque, Ok. et ce genre de choses. Et justement, par rapport à ce profil ou cette aversion au risque, comment une personne il travaille tous les jours dans son job, le soir il veut se former, c'est quoi les outils finalement qu'il peut retrouver dans ta formation? Alors, il y a une partie module vidéo, donc c'est plutôt de la partie learning, c'est tout le côté formation. Ok. Donc, ça se passe sur une application, il y a un aspect communautaire avec les personnes qui ont déjà rejoint. Mhm. Et si tu as une question, ben, simplement, c'est comme un forum finalement. Hein. Ok, Tu cool. Ouais. poses ta question, tu as Ouais. des réponses, tu peux interagir. Tu as le côté vraiment formation, vraiment en e-learning. Mhm. Et au-delà de ça, au-delà du côté théorique, tu as des exercices un petit peu à mettre en pratique Ok. pour comprendre voilà, qu'est-ce qu'un dividende, le rendement d'une action, le retour sur investissement, comment est-ce que je vais calculer mes frais de conversion, mes Ouais. frais de passage d'ordre, ce genre de choses. Et entre chaque comment dire ça, module, si tu veux, la formation se passe sur 8 semaines, c'est 8 modules qui parlent de l'éducation financière, la base, du budget, le système suisse, la partie de la bourse, Ok. stratégie passive, active, etc. Chaque module, c'est une semaine. Et pour passer d'une semaine à l'autre, tu as un petit peu des exercices à faire. Ok. Pour poser sur plan vraiment déjà la raison intrinsèque qui te motive à avoir de l'argent, Ouais. enfin du moins augmenter tes revenus, le plan sur le long terme qui va te Mhm. permettre de, ok, dans ma situation, c'est possible d'avoir un tel patrimoine investi. Ouais. Et ensuite, sur les 12 prochains mois, qu'est-ce que je vais pouvoir concrètement mettre en place pour épargner, investir. Mhm. Par rapport à cette épargne, comment est-ce que je fonctionne? Par rapport à cet investissement, quelle stratégie? Comment on discutait, un stock passif, et puis la partie active, comment est-ce que je vais répartir ça selon mon profil? Ouais. Puis le but, c'est de donner toute l'information et puis ensuite d'accompagner de manière privée chaque personne pour vraiment qu'elle puisse établir son profil individuel. Ok, ça marche. Et en fait, je me mets à la place d'une personne là qui veut investir en bourse. Mhm. C'est quoi la motivation de sortir au restaurant qui nous coûte 50 francs pour le restaurant ou Ouais, investir en bourse et potentiellement gagner allez, je prends la moyenne de 5%, donc ça ouais, fait à tout péter 2 francs 50 sur ouais, je l'année. vois. Ok, moi c'est intéressant parce qu'il y a deux points. Le premier, c'est le fait de justement dépenser 50 francs pour le restaurant. Mhm. Moi, j'essaie toujours de transmettre que l'objectif, c'est pas de se serrer la ceinture, plus sortir de Ouais, chez ok, soi, ouais. d'économiser le moindre franc. C'est toujours intéressant de vraiment, tu sais, aligner son mode de vie, ses dépenses finalement avec ton objectif. Ouais, Donc, d'avoir déterminé son objectif, donc combien de temps on veut l'atteindre. Ensuite, ça permet de te dire, ok, je me fais plaisir avec 50 francs au resto, 20 balles au cinéma, des vacances de ouf cet été. Mhm. Donc, vraiment, on a déterminé l'objectif. Et puis, sur le côté de si j'investis 50 francs, tu pourrais dire, ok, c'est minime. Si tu prends 5% de ouais, rendement, c'est vrai que ça paraît, bon, bah, finalement, je vais au resto tous les soirs. Mais quand tu regardes, la puissance de la bourse, c'est vraiment cette notion d'intérêt composé ok. où tu mets des petits montants tous les mois. Mhm. Et finalement, sur le long terme, vraiment sur 10, 15, 20 ans, ça décuple
un capital qui est relativement énorme par rapport à l'investissement de base. Ouais. Donc c'est vrai que sur une vision court terme, je comprends la réflexion, mais voir vraiment long terme quand on investit ça, après si tu regardes sur 10, 15, 20 ans, alors va te faire plaisir avec les 50 francs au restaurant, c'est cool, il faut vivre, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais 50, 100 francs par mois, ça peut vraiment changer ta vie financière finalement sur le long terme. Ouais. Et ça, c'est je pense que ça, c'est le plus dur à comprendre quand on est jeune, c'est que on est jeune, on veut quasi tout de suite. Ouais, c'est un peu le truc qu'on veut tous. Et c'est vrai que ces petits 50 francs, 100 francs, 200 francs par-ci par-là, cumulé, ça fait vite beaucoup d'argent. C'est vrai. Moi, j'avais fait une idée quand j'étais en apprentissage. J'allais 2 fois par semaine au Starbucks à Lausanne. Ok, ouais. Et à la fin de l'année, j'avais mes décomptes Revolut. Ouais, et ça donne un peu le montant que tu as déposé. Et tu dis, j'aurais peut-être pu faire autre chose plutôt que m'acheter des caramels macchiato 2 fois par semaine. Mais la semaine de vacances que j'aurais voulu me la faire, tiens, les je crois pas qu'on était quand même sur la semaine de vacances, mais je me souviens qu'on faisait un joli resto. Ouais. Donc, je pense. Ouais, en plus, Starbucks, je pense, si tu vas 2 fois par semaine, ça fait assez conséquent. Hein. Ouais, c'était quand tu débutes. Enfin, j'allais à Lausanne, c'était la ville pour moi. Je venais d'au-dessus de Vevey, donc c'était pour moi un grand changement. Et du coup, tu débarques là-bas, tu dis bon, un Starbucks. Puis en fait, cumulé, ça je profite et puis voilà. Exactement, ouais. Bon, c'est vrai que ça va dans les deux sens, ce côté un petit peu intérêt composé. Autant pour décupler ton patrimoine, parce que c'est un petit montant, sur le moment, tu le vois pas nécessairement, puis après le résultat, tu dis waouh, c'est énorme. C'est ça. Mais ça aussi, dans l'autre sens, tu dis ouais, mais c'est juste un Starbucks, c'est bon. Ouais, c'est clair. À la fin de l'année, comme tu dis, tu fais ta réflexion, tu dis ah ouais, quand même. Faut pas faire le calcul de si j'avais acheté Nvidia avec 10 francs il y a 5 ans, combien va coûter le Starbucks aujourd'hui. Oui, quand tu vois comme ça exploser, là, tu te dis putain, je vais plus jamais boire de café. Hein. Ouais, exactement. Vu comme ça, on vit plus, je pense. Et du coup, aujourd'hui, tu as ces élèves qui t'accompagnent. C'est quoi comment est fait le suivi en fait dans la formation? Alors pour l'instant, il est exclusivement en construction avec les personnes que j'accompagne pour vraiment créer un accompagnement qui répond aux besoins de ce qu'ils ont besoin finalement, puis quelle est leur vraie attente. Et pour l'instant, j'ai pas encore arrivé à la 8e semaine des premières personnes que j'accompagne, donc j'ai pas encore la finalité. Mais c'est vraiment des cours en visio, simplement. Ensuite, on fait des exercices. Alors là, on le fait ensemble. Et puis, d'une semaine à l'autre, ils doivent remplir un peu... ils ont un calculateur d'intérêt composé qui va leur permettre de voir quel est idéalement le montant qu'ils devraient avoir investi en bourse si un jour ils veulent atteindre la liberté financière. Il y a des règles en bourse qui te disent que tu peux retirer jusqu'à 4% de ton portefeuille selon une certaine composition de portefeuille pour ne jamais épuiser ton seuil, tout simplement. Et simplement retirer cet argent qui te permet de couvrir tes charges et tu as atteint, en guillemets, la fameuse liberté financière. Et du coup, c'est des exercices un petit peu comme ça qu'on fait au fil des semaines et je les accompagne. Et l'objectif à la fin, c'est vraiment que la personne elle ait ouvert son compte sur un courtier en ligne et vraiment passer son premier ordre en ayant converti ses francs en dollars, euros, peu importe, et acheter ses premières actions. Et dans les élèves que tu as, c'est quoi à peu près la moyenne de la liberté financière? C'est quoi le montant que les gens te disent moi, il me faudrait ça par mois et en fait, ça me va? Alors, c'est intéressant parce que jusqu'ici, je ne me suis pas trop immiscé dans le côté un peu personnel. Il y a vraiment dans la formation l'aspect communautaire et ressources, on va dire ça, qui est commun à tout le monde. Et en fait, chaque personne, quand elle débloque ses outils ou bien ses exercices à faire, c'est sur un Google Drive et elle se crée une copie vraiment pour elle. C'est pour elle, quoi. Ouais. Et jusqu'ici, je ne me suis pas trop, je ne sais pas, par pudeur ou je ne sais pas exactement, mais je n'ai pas été vraiment dans le détail de OK, tu as besoin de combien? Donc, c'est intéressant, mais je pourrais leur poser la question, regarder, faire un petit peu une moyenne, mais jusqu'ici... Et puis pour toi, sans être indiscret, ce serait quoi la liberté financière ou le montant que tu te dis, OK, ça, si c'est que en revenu passif, ce serait cool? Je pense que tu dois regarder déjà, tu vois, ton budget, déjà, tu dois réfléchir à l'année pour vraiment prendre ce que tu payes entre le 1er janvier et le 31 décembre. Puis ensuite, vraiment regarder du coup, par mois combien j'ai besoin en fonction de mes charges, de mes loisirs, de ce que je fais, etc. Et après, tu as une règle simple pour respecter cette règle des 4%. Tu prends le montant que tu as besoin par mois et tu multiplies par 300, ce qui fait que tu as le montant que tu devrais idéalement avoir en bourse. Tu vois, typiquement, j'avais fait le calcul, si je veux avoir 5 000 francs par mois, donc ça fait 60 000 francs par année. 60 000 francs, c'est les 4% de 1,5 million. Ok, donc il faudrait 1,5 million en dépôt titre pour avoir 5 000 francs par an. Voilà, pour respecter cette étude Trinity ou un truc comme ça,
qui dit que tu peux justement retirer 4% de ton portefeuille, puis ça te permet de ne pas épuiser son portefeuille en bourse, puis de retirer 60 000 tous les ans pour couvrir tes dépenses. Ok. Si tu veux le calculer vraiment rapidement, tu prends ce que tu aimerais avoir par mois, tu le multiplies par 300, puis tu respectes cette règle. Ok. Ah, c'est assez intéressant du coup de savoir, d'avoir un objectif pour les gens. Mais ça, c'est 4%, c'est avec les frais, sans les frais. Ouais, c'est vraiment... Net. Ils prennent l'étude, elle se base sur un portefeuille qui a entre 50 et 75% d'actions. Ok. Et c'est sur une période de plus de 30 ans. Donc, ils ont fait des backtests avec la partie... Bon, c'était principalement sur le marché US. Et c'est vraiment avec les frais et impôts que tu vas payer. Et l'idéal, ce serait presque, enfin, du moins ce que moi je mets en place et ce que je renseigne derrière, c'est de ne pas exclusivement se baser sur cette partie, je retire mes plus-values, mais aussi je me concentre sur des actions qui me versent des dividendes. Mixer un petit peu sur un mix des deux finalement. Tu retires tes plus-values, tu touches tes dividendes et puis ça te permet de... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des dividendes, tu arrives à expliquer en quelques mots? Ouais, bien sûr. Quand tu as une entreprise qui fait un chiffre d'affaires, donc une entreprise qui est cotée en bourse, sur son chiffre d'affaires, on enlève différentes choses, le loyer, les salaires, les impôts, ce genre de choses. Tu as le bénéfice net, c'est vraiment ce qui reste dans la poche de la boîte. Puis avec ce bénéfice net, l'entreprise elle a plusieurs possibilités. Elle peut investir dans l'innovation, en développant de nouveaux produits, en allant acquérir de nouveaux marchés, en rachetant ses propres actions, en mettant de l'argent de côté. Et une des solutions, c'est simplement de reverser une partie de ce bénéfice aux actionnaires. C'est ça le dividende du coup. Et du coup, ça c'est ce que tu vas toucher directement, mais c'est imposé. Comment ça fonctionne en Suisse? Ouais, le dividende, il est imposé. Et il y a une particularité, quand on dit qu'on touche un dividende, en fait, on ne s'enrichit pas réellement. C'est simplement un transfert de valeur, parce que le dividende se détache du prix de l'action. C'est un petit peu technique, on va dire, mais si ton action elle vaut 100 $, par exemple, puis tu as un rendement à 2%, donc ton dividende vaut 2 $, la date de détachement, imaginons qu'on est le 6 février, que ce soit aujourd'hui, eh bien simplement ton dividende va se détacher du prix de l'action. Donc le 7 février, ton action vaudra 98 $, et ton dividende, il n'y aura pas 2 $ qui te sera versé, parce que tu as justement, comme tu disais, les impôts qui passent par là, et en Suisse, on paye 35% d'impôts sur le dividende. Et par rapport à ce dividende-là, en fait, c'est pas intéressant de regarder les actions qui ont toujours le plus haut dividende, vu que c'est juste un détachement du prix, en fait. Ouais, exactement. Le rendement, c'est un peu un faux indicateur, et je pense que tous les investisseurs, on s'est fait avoir, on va dire ça comme ça. Au début, quand tu regardes le rendement, tu te dis, mais il a un rendement à 3, 4, 7%, mais c'est énorme, c'est incroyable. Et en fait, quand tu regardes déjà juste le chiffre d'affaires ou le bénéfice qui est généré par l'entreprise, il n'est pas en croissance. Et souvent, comme tu dis, c'est pas forcément le rendement qui est intéressant. Mais ces 35%, c'est perdu ou bien tu peux les récupérer? Non, tu les récupères en fait sur ta déclaration d'impôt. C'est comme la partie des gains en loterie. Si tu gagnes au loto, tu as 35% qui sont prélevés, si on veut bien, pour forcer les gens un petit peu à déclarer à la fin de l'année. Et puis, après, tu les récupères pas, mais ils sont déduits de ta facture fiscale, si tu veux. Ça marche. Ok, intéressant. Et puis, donc, sur ces retours-là, c'est actuellement en finalisation, du coup, cette formation. Tu es en train de finaliser avec ces personnes-là. Toi, tu la vois où dans quelques années, cette formation? Tu l'imagines comment, en fait? Toujours en construction et puis en évolution sur ce qu'ont vraiment besoin les gens. Toujours être concentré sur la partie de la bourse. Tu sais, c'est comme on discutait avant. Je pense qu'il faut vraiment être concentré sur un seul domaine. Si tu veux développer plusieurs branches, on partage ça, mais je pense que c'est des moyens partout. Tu ne seras pas excellent partout. Exact. Donc, dans quelques années, toujours être concentré sur cette partie budget, mais vraiment bourse. Et simplement enseigner au plus de gens possible. Et toujours s'adapter à ce que les gens ont besoin et finalement ce qui les aide et là où ça résout des vrais problèmes, quoi. Je comprends. En effet, moi je suis assez convaincu du fait que là, l'agence de marketing digital, le marketing digital, ça accomplit le site internet, les réseaux sociaux, le SEO, etc., etc. Je suis convaincu que nous, on est une agence marketing digital spécialisée dans les réseaux sociaux et encore plus dans Instagram. Je vois. Donc ça, c'est vraiment notre niche à nous. Et évidemment qu'on fait plein d'autres choses à côté, mais où on est bon et où on fait la différence, c'est vraiment sur Instagram. Je vois. Donc, vous vous vraiment spécialiser là-dessus et c'est ça exact. qui est top. C'est vraiment que nous, on a une plus-value vraiment sur Instagram. Et le reste, on est bon, mais il y a des agences web qui sont largement meilleures que nous. Alors, peut-être des prix beaucoup plus hauts parce qu'il y a une créativité qui est différente, mais ils sont largement meilleurs que nous. Par contre, en réseaux sociaux, on sur Instagram, on est indépassable. Pas indépassable, mais on veut être vraiment au top
et on veut que les clients, surtout les indépendants et les PME, se disent OK, si on veut percer sur Instagram, ça doit être avec cette agence-là que je vais aller. C'est un peu l'objectif que j'ai cette année en 2025. Quoi. Ah, c'est top. Ouais. Ça, je suis vraiment intimement convaincu que si tu mets tout ton temps, tes efforts à vraiment développer une seule branche, c'est ta zone de génie, tu vas cartonner là-dedans. Et si tu essaies vraiment de développer tout en même temps, c'est dur, tu seras juste un petit peu moyen partout finalement. Et si on parle de process, est-ce que tu as réussi à optimiser des process avec l'IA dans ton business tu te dis vraiment là, c'est un game changer, ça a changé vraiment le truc. C'est comme on discutait avant, tu sais, on parlait de la partie création de contenu, alors que ce soit sur Insta ou LinkedIn. L'IA, elle est intéressante pour la partie réflexion, à mon sens. C'est vraiment la partie rédaction moins, parce que ça se voit quand un contenu est rédigé par ChatGPT ou une autre IA, mais surtout le côté comment je peux planifier les 12 prochains mois, le prochain trimestre, ou bien sur cette problématique, comment est-ce que je pourrais réfléchir avec un angle un petit peu différent, puis trouver un problème. La partie vraiment presque réflexion assistant, l'IA, à mon avis, elle est vraiment incroyable. Et t'as déjà entendu parler des assistants IA, du coup ? Ouais, j'ai déjà entendu, mais je me suis pas encore vraiment renseigné dessus. Ok. Je sais pas ce que ça vaut exactement. J'ai testé vite fait pour ma boîte mail. Ouais. Donc ça s'appelle Relevance AI. Ok, je connais pas. C'est des agents IA du coup qui ont des tâches attitrées. J'ai testé sur une boîte mail test un peu poubelle pour voir ce que ça donne. Et en effet, c'est assez perturbant parce que ça écrit tes mails, ça check tes mails, ça te donne des infos sur les mails non lus. Ça fait les suivis et tout. Ouais, ça fait bizarre. Franchement, de se dire que quelqu'un a potentiellement accès à toute ton adresse, ça fait peur. Tout est donné. Du coup, je pense pas que je suis prêt encore à déléguer ma vraie boîte, enfin ma boîte mail professionnelle à une IA. Mais je trouve que c'est assez dingue la manière dont tu peux donner autant d'accès à un outil et qu'il soit autant intrusif dans ce que tu fais. Parce que franchement, il lit tes fichiers PDF, il lit tes mails, il a accès à tout ton carnet d'adresses. Tu as quand même un droit de regard avant qu'il renvoie un mail. Il y a un bouton, c'est marqué, c'est un on-off qui est noté est-ce que vous voulez contrôler ou pas ? Ouais, pour que ça parte en automatique, si ça écrit un truc qui est complètement à côté de la plaque. Mais tu pourrais clairement, apparemment, automatiser complet. Genre, Ouais, faut avoir une 100% confiance dans l'outil. Hein. Exact. Nous, on a plein d'outils là sur Insta qu'on utilise, où on interagit avec les comptes, etc. Et nous, on refuse catégoriquement le post de commentaire. Okay. Trop de risque de réputation à la marque, en fait. Ouais, on ne sait pas où est-ce que peut aller ce qui peut le risque, tu vois. Ouais, faut avoir confiance. Parce que c'est ton image, et ton image, tu la délègues du coup à l'IA. Donc grave. vraiment, si tu n'as pas 100% confiance, surtout si ta boîte mail. La boîte mail, c'est le truc dans une entreprise où c'est hyper important. Tu as toute ta data dedans, tous tes mails, etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres IA comme ça que tu peux implémenter pour d'autres aspects hors mail, puis des fois moins impactant s'il y a une erreur ou un truc comme ça. Je sais pas si vraiment ça existe. Je sais pas. Je suis en train d'explorer le truc, parce que c'est assez nouveau pour moi. Ouais. J'essaie de la commande vocale. C'est lié soit à Telegram, soit à WhatsApp, en fait. Et c'est assez intéressant parce que ça passe donc comme un message vocal. ChatGPT le retranscrit en format texte pour créer le prompt, en fait, et donner l'info. Et derrière, ça te fait les actions que tu as demandées dans ta commande vocale, et ça te renvoie soit en commande vocale, soit en texte. Ouais, c'est demandé. En gros, tu fais un vocal, check-moi les 3 derniers mails de ma boîte mail. Ça te convertit en texte, ça va checker dans ta boîte mail, ça te sort les 3 derniers mails, et ça te fait un résumé. Il y a déjà des sacrées avancées. La ChatGPT, justement, tu peux parler avec. J'ai essayé, là, c'est quand même assez bluffant. Ouais, c'est bizarre. Hein. Là, ils ont fait une nouvelle mise à jour où ils ont fait les tâches. Oui, j'ai pas encore testé. C'est assez fou. Hein. C'est bien ? Ouais, moi, je m'en suis mis quelques-unes. C'est un peu des recurring tasks que je m'étais mis. Ça fonctionne comment ? En gros, tu planifies en fait des tâches qui sont faites quotidiennes, hebdo ou mensuelles, je crois. Et donc par toi, pas par une IA ? Ouais, par mois, tu planifies un truc. Et ça te fait une génération et ça te l'envoie directement. Moi, je l'ai mis dans ma boîte mail. Je ne sais pas si tu peux connecter avec Zapier ou autre chose, ou Make, dans d'autres systèmes. En tout cas, ça t'envoie ce que tu as demandé par mail. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas si tu as lié GPT avec un canal d'info.
Tu peux me sortir les news du matin. Ok. Et toutes les En fait, matinées, tu te dans ta connectes- boîte mail, tu as les news de la matinée sur l'IA ou j'en sais Ah, rien. c'est bien. Donc en fait, tu connectes juste le matin à ChatGPT, puis tu as toutes les Bah, infos sans. en fait, justement, aller- tu te connectes pas à ChatGPT. Parce que c'est justement le truc. C'est que si tu te Hmm. connectes à ChatGPT, tu vas taper ton prompt, du coup. Ouais. Là, l'idée, c'est que ChatGPT fonctionne en backup Ouais, ok. et ça t'envoie le mail. Ok. Et en fait, tu l'as comme si tu recevais ton mail, tu sais, les matins, tu ouvres ta boîte mail, tu checkes tous tes mails de la journée, enfin, Ouais, de la veille, et tu as ton mail de ChatGPT qui te dit, voilà les infos, enfin, ce que tu as demandé, quoi. Mhm. Oh, c'est fou comme ils avancent à une vitesse. Quand tu penses que ça a vraiment ChatGPT 2, 3 ans, je sais plus exactement. Là. Ouais, je pense, 2 ans. Moi, j'ai 2022 en tête, mais je suis Ouais, même c'est pas possible, sûr. Hein. Mais quand tu vois vraiment la progression, Ouais, c'est fou. Hein. les images, tu sais aussi que ça peut générer, les vidéos. Mhm. Moi, j'ai passé voir des trucs sur LinkedIn ou Insta. Tu as des vidéos. Bon, ça se voit que c'est une IA, Ouais, mais bien sûr, c'est quand même dingue de se dire tu rentres un texte dans un outil et il te sort ça comme résultat. C'est vraiment ouf. Bah, là, on en parlait à midi quand on allait manger ensemble. Quand je faisais du e-com, Ouais. les descriptions avant, j'allais les chercher chez Amazon. Bah, tu vois, avant, on devait tout taper à la main. Ouais, oui, ouais, forcément. Donc, en fait, pour avoir une base de ce que c'était ton produit, j'allais chez Amazon, je checkais un peu des produits qui ressemblent, et puis t'adaptais ta description, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tellement loin cette époque où tu vas juste taper un prompt, merci de me générer ce texte-là, tu mets 5, et c'est réglé, tu vois. Ouais. Avant, tu allais chez Amazon, tu allais sur les sites concurrents, tu t'inspirais, tu faisais du copier-coller, tu ouvrais ton truc de Shopify, tu mettais tes mots-clés. Enfin, c'était. Ouais, puis là, tu lui donnes vraiment un bon prompt. C'est comme on discutait, hein, vraiment. Soit tu fais un prompt vraiment à la va-vite et tu as un résultat qui est assez médiocre, mais si tu prends vraiment le temps de juste des fois un petit peu te former sur le prompt engineering ou comment tu concrètement poses un prompt puis tu donnes l'information à ChatGPT, c'est vraiment incroyable les résultats qui te sortent et puis la pertinence du truc, quoi, de la réponse. C'est quoi ton habitude de recherche? Est-ce que tu cherches toujours sur Google ou tu vas d'abord sur GPT maintenant? Ouais, alors je cherche toujours sur Google, mais je me surprends souvent à vite ouvrir la fenêtre ChatGPT, comment je fais X, Y, Z. Ok. Souvent, je me surprends à vite. Moi, j'ai quand même toujours ce réflexe d'aller chercher sur Google. C'est fou, hein, mais je me dis, j'ai une question, Google. Et j'ai pas encore ce réflexe de ouvrir ChatGPT. Mais tu vois, moi, je suis pas encore hyper, je vais pas en dire à l'aise avec ces outils informatiques, parce que si, quand même, mais j'ai pas testé tous ces outils, ces IA. Mais j'ai vu que tu as des moteurs de recherche qui sont directement reliés à une IA. Ok. Et j'ai pas encore justement essayé, mais en gros, ce serait comme si tu recherches sur Google mixé à GPT ou à une autre IA. Ouais. Et je sais pas ce que ça donne exactement. Moi, j'avais essayé Arc. Ok. C'est une sorte de moteur de recherche, enfin une autre app que Google Chrome. J'ai pas du tout aimé l'expérience client, mais je sais que j'ai beaucoup de gens qui utilisent Arc et qui adorent l'expérience. Je suis trop habitué, je pense, à mon Google Chrome, mes onglets, où ça va. Je pense que je suis un peu le bon Suisse, là. Genre, qui veut pas changer, tu sais, il a ses trucs, il sait exactement où ça se passe et tout. J'ai essayé quelques jours. En plus, c'est des commandes de raccourcis qu'il faut reprendre et tout. Ouais. Mais je pense que vraiment, ça peut vraiment booster ta productivité. C'est bien foutu. C'est vrai que pour les entreprises, faire sortir le client de son schéma habituel un petit peu de consommation, si tu arrives à le faire, c'est incroyable parce que tu sais que tu acquiers un client puis tu le conserves très longtemps. Mais c'est vraiment ce défi de justement faire changer un petit peu les habitudes de recherche, si on parle de moteur de recherche ou d'autres trucs, des clients. Mais Bah là, par exemple, en termes d'habitude, j'ai contacté une boîte de dev sur Bull parce qu'on est en train de mettre en place un nouveau CRM client pour mon agence marketing et la boîte de cosmétiques aussi. Mais le problème, c'est que j'ai regardé tous les CRM sur le marché et j'en ai aucun qui me convient parfaitement dans mes besoins, dans le sens où c'est soit trop compliqué. Non, en fait, c'est souvent trop compliqué je vois. et rarement simple. Je vois aussi en un gros, peu même souci. là, j'ai été voir chez Salesforce, mais je pense qu'il faut faire HEC combiné avec 3 ans d'expertise CRM pour gérer Salesforce. J'ai testé HubSpot. J'ai pas du tout aimé l'expérience client d'HubSpot. Et je pense qu'encore une fois, on en revient où tu fais tout, tu fais rien. Et HubSpot, j'ai l'impression qu'ils font tout, mais rien n'est vraiment poussé au bout. J'ai testé Pipedrive. Pas du tout fan. J'ai testé Monday. C'est où ça m'a le plus convaincu. C'est la gestion de projet, non? T'as la gestion de projet. Ils ont Monday CRM aussi. Ah, ok. Je sais pas. Celui-là, c'était celui qui me convenait un peu.
Ouais. Et là, j'étais en visio hier avec une boîte à Bulle là, qui sont en train de sortir le nouveau CRM. Et j'ai trouvé le truc, mais genre parfait quoi. C'est bien. Mais t'as une liste d'adresses, Mhm. donc ton carnet d'adresses complet de tous tes clients, un tunnel de vente, Ouais. les recaps dans chaque client. Donc dès que tu cliques sur ton client, tu as ta fiche client qui s'affiche, le chiffre d'affaires, les derniers contacts, les derniers PV, Les infos rendez-vous. vraiment primordial. Ouais. Et c'est tout. Ok. Et genre, c'est exactement ce qu'il faut, tu vois. Et ils sont en train de sortir ou c'est déjà sur le C'est marché? en prod et je crois que ça sort en avril. Ok. Parce que typiquement, ça pourrait m'intéresser parce que moi, j'ai aussi regardé justement tout ce que Ouais. tu viens de dire, la Salesforce, tout ça. C'est l'enfer. Imbuvable. C'est L'enfer. vraiment trop complexe. Ouais. Et là, jusqu'ici, moi, j'utilise Notion. Je sais pas si tu vois. Oui, bien sûr. ouais, Moi, ouais. j'en suis revenu à Ouais. Notion et à Asana. Ok. Du coup, j'ai Notion pour mes prises de notes, Mhm. Asana pour ma gestion des tâches et Monday là pour juste le CRM. Ouais, moi, j'utilise vraiment beaucoup Notion, exactement comme toi, prise de notes ou les formations et tout ça. Ouais. Et je me suis vu que c'est vraiment incroyable, tu peux tout moduler. Ouais, bien sûr. J'ai fait mon propre CRM, on va dire ça, sur Notion. Ouais. Mais vu que c'est pas ultra professionnel, où t'as pas des tableaux de bord un petit peu C'est vraiment ça. idéal, j'avais aussi cherché un autre CRM et vraiment compliqué, quoi. Soit c'est trop complexe et il y a beaucoup trop pour ce que moi j'aurais besoin, Mhm. ou alors j'avais vu aussi sur LinkedIn, il y avait un qui était mis en avant, c'était Folk ou un truc comme ça. Je connais pas. Et c'est très similaire à Notion et c'était presque trop simpliste. Finalement, Ok, ce qu'ils proposaient, j'arrivais à le faire justement avec Notion. Ouais. Donc je me suis dit, je vais rester là-dessus. Mais c'est vrai qu'un CRM, ça pourrait aussi m'intéresser Bah, s'ils sortent ça en avril. Écoute, ça pourrait être cool. je pense que ça va être le truc qui va me changer Mhm. beaucoup de choses. Surtout que, de ce que j'ai compris, c'est une API ouverte. Ok. Donc, ils peuvent connecter avec toutes les apps. Ouais. Et moi, j'ai pas mal de trafic qui vient de Facebook, Meta dans les ads. Et du coup, aujourd'hui, j'utilise le pipe de Meta Ouais. pour convertir en prospect, etc. Mais genre, Ok. c'est pas pratique, quoi. Ça, tu dois tout faire à la main ou bien? L'avantage, c'est que ça t'enregistre déjà ta fiche prospect, Mhm. vu que je fais remplir les formulaires Facebook dans mes Mhm. ads. Donc, ça t'enregistre vraiment toutes les infos. Mais du coup, tu te retrouves avec 1000 trucs. T'as Meta, t'as Monday, t'as Notion, t'as Asana. Ouais, c'est un Et en peu fait, moi, je vais dispatché tout vraiment au mieux. partout. Ouais, exact. Ouais. Puis tout au mieux, c'est ce qu'il faut, quoi. Vraiment. Ouais, avoir une vision claire et précise. Si tu as tout qui est éparpillé, Ah, tu c'est dois clair. venir chercher ici l'info, puis là l'autre info. Totalement. C'est pas Non, l'idéal. C'est pas Ouais. l'idéal. Vraiment, c'est pas l'idéal. Je pense que tu perds une chier de temps. Ouais. Mais du coup, ouais. Ça, c'est ces apps qui sont beaucoup trop compliquées, je trouve, sur le marché. Mhm. Et je suis très content qu'une boîte suisse, en plus, est en train de Ah, distribuer. si c'est suisse, en plus, ça peut Ouais. vraiment être cool parce que c'est justement adapté. C'est vrai que souvent, c'est des. Alors, c'est soit francophone, donc en France, mais c'est pas adapté peut-être avec les outils que tu as, Ouais, ou même grave. les banques que tu utilises ici en Suisse. Ouais. Il y a tout simplement des applications de budget que tu peux connecter avec ta banque pour Ok, voir ouais. un suivi. Et en Suisse, tu rien. Ouais. Donc, des fois, si tu as justement des entreprises comme ça en Suisse, ça peut vraiment être intéressant, puis vraiment cool. Ouais. Ouais, non, ça, c'est vraiment le truc qui est en train de changer. Toi, t'as des apps où tu te dis, ça a vraiment changé ma life. Ouais, Google Sheet. C'est quoi? Non, Google Sheet. Ah, Google Sheets. Ouais. Ah, Non, franchement, j'ai. Non, une application, non, pas spécialement. Non, vraiment Google Sheet parce que c'est là-dessus que j'ai la plupart tes calculs, quoi. des outils. Ouais, exactement. Toi, tu fais comment pour établir, par exemple, les fichiers de la formation? Mhm. Tu t'es inspiré de ce qui se faisait à l'étranger pour essayer de dupliquer ça en Suisse et l'adapter en Suisse? Tu faisais comment, du coup? Alors, je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai appris, tout simplement. Ok. C'est des cartes mentales où, même des fois, moi, pour mes propres prises de notes, je le fonctionne comme ça avec une feuille A4, un crayon, puis tu fais des cartes mentales, tu mets un peu des couleurs, etc. Ouais. De manière visuelle, c'est plus intéressant, plus facile à apprendre. Ok. Et pour redonner le cours derrière, j'ai une application qui s'appelle MindMeister Ok. qui te permet de créer ta carte mentale. Ouais, je crois que je Tu connais ça. peux... Ouais, c'est vraiment. C'est automatisé aussi, non? Un peu. Alors, j'ai pas du tout utilisé Ok. la partie intelligence artificielle, mais tu peux mettre des couleurs, tu peux mettre des visuels, tu peux mettre des vidéos, sauf erreur, des Ok. liens. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, si je mets une capture d'écran d'une étude, puis le lien de l'article qui rebondit, Ouais. la personne, elle peut suivre le cours. Et puis par derrière, quand elle a la carte mentale, donc déjà, ça. Alors j'ai envie de dire, elle l'empêche de prendre des notes, mais si c'est sa façon d'apprendre, elle peut prendre des notes, hein, elle est Ouais. totalement libre. Mais elle a la carte mentale après pour Pour se rappeler du truc, quoi. Voilà, exactement. Et elle peut surtout cliquer sur le lien directement pour avoir accès à l'étude que j'ai voulu lui partager. Ok. Mais j'ai simplement, en fait, toutes les formations que j'avais suivies, c'était soit des diapositives, tu sais, avec un PowerPoint, un Bien Canva, sûr. un truc comme ça. Et il y a une autre formation, justement, c'est ces cartes mentales, et je trouvais ça vraiment beaucoup plus dynamique et facile à suivre. Tu sais, Ouais. déjà, juste moi, en tant qu'élève, l'expérience client, c'était beaucoup plus intéressant d'avoir cette carte mentale, puis même par après, venir regarder,
c'était beaucoup plus simple que faire défiler des diapos. Ok. Donc, j'ai simplement repris un petit peu ce que j'avais suivi. Ce que tu avais suivi un peu. Ce que j'avais trouvé le plus pertinent. Ouais. Et toi, tu préfères du coup la création, enfin l'apprentissage par le visuel du coup, avec ces mind maps. Quand même, ouais. Parce que le problème, je trouve, des formations, souvent c'est e-book. Il y a une chier d'e-book là qui sortent à tout va, surtout avec l'IA, c'est assez simple de générer. Oui, surtout. Je trouve que le problème, c'est que ça manque clairement d'exemples de cas concrets. Où, tu sais, c'est genre, on balance un texte, on te fout quelques images à gauche à droite pour faire genre que c'est joli. Ouais, c'est vrai. Et vas-y, bois ça. Et le machin, il fait 20 pages, puis au moins, t'as l'impression que c'est un peu complet, mais ouais. Exact. C'est assez creux. Du coup, toi, c'est quoi la diff que tu vois qu'il faudrait faire du coup dans ces e-books? Ce serait d'ajouter justement ces liens avec des applications comme. En termes de lead magnet, tu dis ou bien? Non, en termes de valeur ajoutée en fait. Souvent là, aujourd'hui, on a trop de problèmes on crée énormément de contenu, mais ce que je dis toujours, c'est est-ce que tu es fier de ton contenu? Est-ce que tu dis ok, je suis fier de ce que j'ai fait et de ce que je présente aux gens? Et la plupart du temps, c'est genre juste un e-book en plus et. Ouais, je vois. Ça a juste été. Moi, j'ai l'impression, dans les contenus que je consomme en tout cas, qu'à chaque fois qu'il y a une personne, alors que ce soit en e-learning, donc t'es pas forcément en appel Zoom avec la personne instantanée, mais tu as une personne qui te présente, alors un e-book, une présentation, une carte mentale, enfin peu importe, j'ai l'impression que c'est plus personnel que justement ce e-book où en fait tu lis du texte et c'est très impersonnel, puis à moins d'être vraiment motivé, de vouloir en savoir plus, tu passes à côté, puis juste tu fais défiler un peu les pages. Mais si tu as tout simplement une vidéo, ou bien quelqu'un qui t'enregistre un rapide loop, une petite vidéo, un truc comme ça, c'est beaucoup plus impactant. Puis toi, tu vas vraiment déjà être investi, on va dire, dans le contenu que tu vas consommer. Et surtout, tu vas plutôt en retenir quelque chose. Tu auras vraiment appris. Ouais, c'est clair. Dès le moment que tu commences à lire ton e-book en diagonale, pour moi, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est pas mon signe. C'est vrai. J'avais à l'époque suivi sur Insta un gars qui avait vendu un e-book, je crois, 17 €, un truc comme ça. Enfin bref. Et j'avais vraiment trouvé bien. Pourquoi ? Parce qu'il avait un e-book, exactement comme on vient de discuter, une vingtaine de pages à lire. Mais c'était donc sur les investissements en bourse. Puis à chaque fois qu'il parlait d'une action, en fait, tu cliquais sur le lien, puis ça rebondissait soit sur un post Insta qu'il avait fait, soit sur un article de blog qu'il avait fait. Donc, ça te démarquait un peu, quoi. Voilà, c'était un simple e-book, on va dire, c'était que le texte. Mais si vraiment la page numéro 3, le paragraphe là, il t'intéressait, t'avais un lien pour rebondir sur une autre ressource. Et je trouvais ça vraiment. Ouais, t'avais un truc interactif un peu différent. Voilà. Qui vaut 17 €. Voilà, en tout cas, ça les valait quand je les ai payés, quoi. Ok, ça marche. C'était assez cool. Il s'est démarqué un peu des autres quand il avait fait son truc d'e-book, quoi. Et là, si on parle de lead magnet et de tunnel de vente, toi, comment tu vas marketer en fait cette audience cible de 20-30 ans que tu disais? Pour l'instant, c'est un peu la réflexion comme on discutait avant à midi. Dans un premier temps, c'est créer du contenu. Je pense que je vais vraiment m'axer sur la partie LinkedIn. Instagram, j'ai toujours cette page, mais je ne sais pas si je vais vraiment en faire un autre canal d'acquisition. Il y aura cette partie organique, en simplement créant du contenu 3-4 fois par semaine. Et dans le tunnel de vente, j'ai une vidéo de présentation. Tout simplement, j'explique un peu vraiment les bases du point A au point B. Si tu souhaites investir en Suisse, qu'est-ce que tu dois faire, même que ce soit en passant par moi ou une autre personne, les étapes que tu dois passer. Et si ça t'intéresse, on s'appelle 10-15 minutes pour déjà voir si ça match. Et l'autre partie, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que c'est quelque chose que je vais implémenter en 2025, c'est la partie des ads. Justement pour pas uniquement me concentrer sur la partie organique. Ça, je verrai parce que j'ai jamais encore expérimenté. Jamais expérimenté l'ADS, le business manager Facebook. J'ai encore vu là que ça se passait sur Meta. J'ai encore regardé 2-3 tutos. Il y a des trucs de pixels à intégrer pour vraiment traquer. C'est juste. Voilà. Tu vois, moi, c'est juste des mots que j'ai entendus. Puis je commence à assimiler, mais c'est des choses que je vais devoir implémenter cette année. Là, tu utilises quoi? ClickFunnels pour la j'ai System.io. Ah, System.io. Ok. Ouais. Je trouve que c'était assez pratique, c'est assez simple et ergonomique. Tu fais un peu ce que tu veux avec ta page de capture, ça c'est cool. Non, ça c'est cool, Ça, je trouve que pour les formations, c'est assez bien foutu, je trouve. Puis tu as ce côté d'affiliation, je crois aussi, qui existe avec System.io. Ouais. J'ai pas encore regardé, mais je pense aussi des modèles après par recommandation avec les clients, d'affiliation, comme tu disais. Mais System.io, c'est assez facile à utiliser. Ouais, magnifique ça. Et du coup, là, dans cette construction de tunnel de System.io, pour toi, c'est quoi qui était hyper important à mettre dans la landing page quand les gens j'ai vu que tu avais une vidéo présentation. Ça commence par ça, en tout cas. La partie intéressante, c'est de se concentrer sur
moi, j'ai vraiment l'impression que l'axe, c'est vraiment apprendre en Suisse. Parce que finalement, apprendre à investir en bourse dans la partie réseau social sur le francophone, il y en a énormément, mais c'est beaucoup du contenu français. Ouais. Tu vas apprendre à investir via un PEH, chose que nous, on n'a pas. Tu vas pas parler du troisième pilier, tu vas parler de certains courtiers comme Trade Republic ou autres, mais nous, en Suisse, on n'a pas accès à ces courtiers. Et finalement, c'est vraiment la partie, OK, apprendre à investir en bourse. Finalement, que tu achètes une action Microsoft, soit en France, en Belgique, en Suisse, c'est la même, ça ne change pas. Mais tout le process interne, on va dire, ou bien derrière les coulisses, c'est vraiment lié à la Suisse et c'est plus là-dessus que je vais mettre en avant. Spécifique. Ouais, c'est vraiment cette partie-là. Ok, ouais. Et on dit toujours, quand on achète une formation, il faut qu'on soit, qu'on soit satisfait du contenu. Comment tu juges si tu te dis, ok, là, j'ai écrit ce chapitre-là, je suis vraiment super satisfait de ce que j'ai fait, je vais apporter de la valeur. Ou tu te dis, là, je pense qu'il faut que je développe un peu plus, que je fasse venir X ou Y intervenants pour apporter une plus-value supplémentaire. Comment tu jauges, en fait, où est-ce que tu mets le curseur? J'ai deux axes, on va dire. Le premier, c'est déjà le ressenti personnel. C'est quand tu as créé ton cours, tu as enregistré ta formation, juste le ressenti de, OK, si je me mets à la place de la personne qui va suivre la formation, j'ai vraiment appris quelque chose. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Déjà, c'est un feedback, c'est un peu personnel. Ouais, clairement. Ouais. Et le deuxième, c'est surtout avec les retours des personnes. Okay. C'est pour ça que je te disais, là, la construction, enfin, la formation, elle est vraiment en construction parce que je réponds vraiment aux problématiques ou aux questionnements qu'ont les personnes et je réadapte le cours derrière. Donc, typiquement, sur les personnes que j'accompagne, là, sur ce début d'année, je me fie simplement à chacun des feedbacks. Et sous chaque formation, on va dire, vidéo, j'ai mis un lien vers un Google Form, un rapide feedback, tout simplement. Et le but, c'est de toujours retourner derrière si tout d'un coup un cours il est beaucoup trop complexe, il y a l'étude mais elle n'a pas été assez développée, ou au contraire c'est trop simpliste, il faudrait rajouter un petit peu des schémas, ou bien l'exercice ici il mériterait d'être un petit peu poussé plus loin. Et c'est vraiment avec les feedbacks des gens, retourner par la suite, ou de toujours réadapter un peu la formation. Ok, parce que là ils ont tous à peu près le même niveau en termes des élèves que tu accompagnes, ou bien tu as vraiment des disparités par rapport à ça? Non, c'est marrant, c'est toujours un peu les mêmes, enfin tous les mêmes profils. Donc, il y a un couple marié avec des enfants, les autres, entre les hommes et les femmes, c'est relativement des jeunes en début de carrière, mais c'est des personnes qui n'ont soit jamais investi, ou alors déjà investi, mais via un fonds, via leur banque ou autre. Ils ont peut-être ouvert déjà un troisième pilier parce que c'était intéressant du point de vue des impôts, mais ça s'arrête là et il n'y a pas... il n'y a pas une recherche de connaissances en fait, qui avait été faite. Ils ont déjà ouvert c'est marrant parce que des fois je donne dans l'information ou bien même en discutant comme ça des ressources sur des livres que j'ai lus sur certains bouquins, ils me disent ah oui je l'ai lu et tout, et je me dis c'est cool parce qu'ils ont déjà fait un peu les premiers pas comme j'avais fait en 2020-2022 quand je commençais à m'intéresser, et il manque ce gros pas finalement de ok je prends concrètement mes francs et je les investis vraiment en bourse et ils travaillent pour moi d'année en année. Là dans les livres je connais Père riche, Père pauvre, c'est connu dans le milieu de l'investissement. Tu aurais d'autres livres à conseiller? Du même auteur, tu as Le cadran du cash flow, qui est assez intéressant. Après, ces livres, il y a un autre que j'aime beaucoup de Tony Robbins. Il y a Inarrêtable, Sauf erreur et L'argent, l'art de le maîtriser. Ces livres, ils sont vraiment bien parce qu'ils te posent vraiment le côté base de l'éducation financière. C'est relativement théorique, on va dire, parce que c'est pas avec ça que tu vas concrètement pouvoir acheter des actions, des ETF, etc. Puis ensuite, d'autres bouquins qui sont vraiment plus concrets. T'as, tout simple, mais moi j'avais acheté à l'époque La bourse pour les nuls. Et des fois, c'est marrant. C'est vrai que c'est il y a pour tout. Il y a aussi la crypto pour les... Enfin, il y a tous les sujets finalement. Et des fois, juste avec un bouquin comme ça, tu apprends énormément. Bien sûr. Et un autre que j'avais beaucoup aimé, c'était L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui était super intéressant pour la partie marge de sécurité. Quand tu achètes une action, tu l'achètes moins cher que ce qu'elle vaut réellement. Et dans les livres, je pense que c'est un peu les principaux. Ok. Et justement, ces livres, souvent, c'est des livres pour adultes. Est-ce que tu penses que l'éducation financière devrait arriver plus tôt dans la formation des jeunes? Je pense. Finalement, c'est vraiment dans la partie éducation, tu commences à avoir de l'argent, peut-être de l'argent de poche, je sais pas moi, 12-14 ans. Tu peut-être commences à en gagner vers 15-16 ans. Donc, pourquoi ne pas l'enseigner à partir de ces tranches d'âge, finalement? Donc, à mon sens, ce serait vraiment intéressant d'avoir soit via la famille un petit peu d'éducation financière, mais même via le système en général. Je pense qu'il devrait y avoir à l'école. Je crois que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, 15-16 ans. 15 ans, il me semble, le cycle. Le cycle, c'est... tu penses qu'il devrait y avoir au cycle ou au collège, en fonction des cantons où vous êtes, 1 heure ou 2 heures par semaine sur l'éducation financière?
Ouais, alors je sais pas si ça mériterait 1-2 heures par semaine en termes de quantité, mais ouais, tu sais, des fois, tu vois un peu le côté économie, Ouais. ou bien géographie, histoire, enfin peu importe, mais d'implémenter, ben voilà, tu vas gagner de l'argent, comment tu fais pour le garder dans ta poche à la fin de l'année, comment est-ce que tu fais pour avoir déjà une vision à l'année, et puis pas simplement qu'est-ce qui se passe durant mon mois, Ouais. et puis surtout, ce principe des intérêts composés, l'enseigner à l'école. Ouais. Parce que tu dirais, moi j'aurais commencé à investir, je pense, à 18 ans, au lieu Ouais, c'est d'attendre clair. 22, 23 ans de m'intéresser à ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, Et en fait, si je te mets un peu dans le contexte, Mhm. si tu te retrouves prof de ces gens à 15 ans, qui Ouais. ont 15 ans, comment tu l'amènerais en fait, cette éducation financière? En Euh, sachant qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est le travail, le fait ouais, je vois. d'échanger son temps contre de l'argent. Comment est-ce que tu pourrais l'amener? Je pense que ce serait avec des. Je pense que tu es obligé d'être un peu de ces pédagogues et puis Ouais. de mettre un peu de l'interactivité. Donc, tu ferais un peu des exercices de groupe ou bien des simulations. Tu vois, bon, les simulations d'intérêt composé, je pense pas que ce serait très pertinent, mais je pense que ce serait vraiment de. Ouais, juste des fois, t'es sensibilisé en parlant. Mhm. C'est peut-être suffisant pour impacter au moins quelques personnes dans la salle. Ouais. Planter un petit peu une petite graine dans l'esprit de certaines personnes qui va germer plus tard Ouais, quand bien sûr. Ouais. justement ils vont devoir Ils seront travailler puis confrontés à vraiment ça, se rendre exactement. Ouais. compte ah ouais, c'est ça le travail. Ok, bon, bah, alors peut-être que je vais vraiment m'intéresser à Ouais, gagner ouais. plus et puis à investir parce que j'ai peut-être pas envie que ça dure jusqu'à 65 ans. En effet. Donc je pense pas qu'il y a de bonne méthode, je suis pas prof, mais je pense que Ouais. c'est plutôt dans la partie juste l'amener, en parler, sensibiliser, puis après ça Ouais. fait son bout de chemin sur chaque Je trouve, personne. moi j'ai beaucoup de respect pour les profs dans l'éducation de l'enfance, enfin Ouais. enfance, adolescence, parce que moi j'enseigne dans l'éducation adulte Mhm. à Genève, et en fait je peux parler déjà de Avancer, choses ouais. avancées dans le sens où ils ont un travail, ils savent comment ça Ouais. fonctionne. Donc quand tu parles de cas, d'études de cas, c'est concret. En tout cas ça parle aux Ouais, gens. il voit ce que c'est. Mais avec des élèves qui sont plus jeunes, Mhm. ben tu peux pas parler. Bah, tu dois Tu adapter, dois ouais, adapter un peu forcément. avec leur contexte à eux, ce qu'ils vivent avec eux. Et c'est pas les mêmes relations. Ouais, je pense que c'est même pas les mêmes compétences en tant que prof. Je pense pas, non. Après, Mhm. moi, voilà, je fais pas du tout de prof Ouais, moi non plus, mais j'imagine, tu vois. pour les jeunes. Et encore, je me considère pas du tout comme prof, mais comme intervenant de cours plutôt Ouais. dans un domaine particulier. Mais prof pour amener à de la pédagogie à des jeunes, je trouve que c'est vraiment un beau métier, quoi. Parce que là, du coup, tu es intervenant dans quoi exactement? Intervenant de cours dans le marketing digital Ok, à l'IMSG, l'International Business School Management à Genève. ok, Oui, IM. International Management School à Genève, ouais. ok. Ah, puis tu donnes des cours sur justement la présence en ligne, comment tu gères tout exactement. ça. Marketing digital, réseaux sociaux. Ouais, exactement. Ok. Avec cet axe justement Euh, sur Insta, la partie. ouais, Ok. exact. Bah, je donne là où je suis bon. Enfin, Ouais, en tout oui, cas, je me forcément. considère être bon et avoir de la plus-value. Après, évidemment, le marketing digital, c'est tellement large parce que il n'y a pas que les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a aussi l'influence. Il y a d'autres choses où il y a d'autres agences spécialisées qui sont largement meilleures que nous. Mhm. Mais là, c'était vraiment particulièrement sur Instagram. Et c'était cool parce que les 2 dernières semaines, Ouais. c'était une étude de cas sur Instagram. Et en fait, je Un les ai mis compte, par. vous avez fait grossir ou croître. Ouais, en fait, je les ai mis par groupe de 3. Ok. Et chacun avait une entreprise fictive. Ouais, ils avaient 24 heures pour atteindre. Ils avaient 2 semaines. Ah, ok, ok. Ouais, ils avaient vraiment 2 semaines pour faire monter leur entreprise Ouais, et créer des posts, etc. Avec des images libres de droit ou autres. ouais. Mais pour voir, en fait, la difficulté que c'est de monter un compte Instagram et essayer d'appliquer les méthodes vues les cours Ouais, précédents. pendant les cours. Et j'étais hyper étonné parce qu'il y a des comptes, ils ont explosé, quoi. Ah ouais? Ouais, il y en a une, elle a fait 400 abonnés en 2 semaines. Waouh. Puis en C'est fait, énorme. quand tu vas voir, moi je me dis, mais elle a acheté, c'est pas possible. Mhm. Ça me paraît bizarre au premier abord, ces choses-là. Puis en fait, il y avait un Reels qui avait pété chez eux. Mhm. Donc l'algo avait mis en avant le Reels. Et quand tu vas voir la base d'audience, tu te dis, ah ben non, en fait, ils sont tous entre Genève et Frontières. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment des gens C'est qui vraiment étaient là. l'audience Ouais, cible. c'était vraiment une audience cible. Ok. Et Ouais, parce que surtout, faire démarrer un compte dès le début, c'est le plus dur. ouais, c'était plus dur, exactement. Et en fait, ce qui était impressionnant, mais je pense que leur bio était incroyable. Ok. Et l'entreprise était sur les jouets pour enfants. Hmm.
Donc, tu avais tous les adultes et mamans qui s'étaient abonnés sur le compte. Et c'était marrant, ils avaient fait genre des comptes à rebours, annonces dans 2 jours. Mettre un peu les feux c'était vraiment cool. Se dépêcher parce que sinon tu vas passer à côté de l'opportunité. Puis j'avais organisé ce forme un peu de concours, tu vois. C'était qui avait le plus de followers, qui avait le plus d'engagement, qui avait fait les plus belles publications. Et ils se sont vraiment tous donnés. Et franchement, tu te dis, c'est cool, quoi. Okay. Comment tu penses tu peux expliquer qu'il y ait un Reels qui pète comme ça? C'est un peu c'est quoi la qualité de la profondeur du Reel? C'est un peu le coup du hasard que ça a été sorti au bon moment? Je pense qu'il y a une partie de hasard. Ouais. Ça, je suis convaincu quand même qu'il y a toujours une partie de hasard parce qu'il y a plein de super créateurs qui font des vidéos incroyables et en fait, on les voit jamais. Mais je pense aussi qu'il y a quand même beaucoup de stratégie derrière. Le Reels qui avait pété là, en l'occurrence, elle avait une musique tendance. Donc ça avait été choisi. Elle avait fait un trend qui avait été vu sur TikTok. Ok, avec le même Reels ou bien ouais, sur ce même Reels, en fait, c'était une tendance TikTok qui tournait déjà, qu'elle a adapté au business, en fait. Ouais. Et il y avait un hook, donc cette accroche des moins de 2 secondes, qui était génial. Franchement, c'était ouf comme elle avait fait ça. Et tout ça mis bout à bout, plus elle avait demandé à 20 personnes de liker directement dès qu'elle postait. Ah ouais, je vois. Ben, du coup, l'algo, ça a aidé. Mais en fait, c'est ce que tout le monde devrait faire. Ouais. C'est que tout le monde devrait, quand tu lances une boîte, et ça, je pense que j'en ai fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps, et je pense qu'en Suisse, on a un problème avec ça. C'est que même si tu dis à tes potes que tu lances une boîte, ou tu lances un projet, genre le like est tellement important sur les réseaux sociaux, pour l'engagement. Pour l'engagement et autres, que le simple fait qu'ils regardent ta publication, qu'ils lisent jusqu'au bout, mais qu'ils ne like pas, ça te péjore. Oui, parce que ça indique à l'algorithme que le contenu là n'est pas intéressant. Du coup, en fait, il y a cette culture en Suisse, je pense, on n'a pas envie de montrer qu'on a liké des trucs et tout. Ouais. Et c'est dommage parce qu'en fait, chaque personne, quand il lance une entreprise, devrait dire à 20 personnes écoute, j'ai publié, t'arrives juste à liker, t'arrives juste à repartager. Et en fait, c'est fou, mais l'audience de base aide tellement à faire grossir un compte que c'est dingue, quoi. Ouais, ça donne un coup de boost dès le départ. Ouais. Et là, on est en train de faire des tests pour les boosts Instagram qu'on est en train de lancer dans l'agence. Donc, il y a 30 jours qui étaient offerts pour le mois de janvier et pour le mois de février. À la base, on devait être 10, on se retrouve à être 50. Donc, c'est incroyable. Putain, c'est ouf. Et les comptes qui fonctionnent le mieux, c'est les comptes communautaires. Ok. C'est pas des comptes qui sont nichés sur un service précis, mais c'est des comptes qui rassemblent la même passion au sein du compte Instagram. Donc le contenu, par exemple, là c'est un compte qui repartage des trucs de foot. Ouais. Donc, tous les 2 jours, tous les 3 jours, je crois, il partage des trucs de foot. Et le foot, ça parle à beaucoup de gens. Et en fait, c'est clairement le compte qui a une des plus grosses explosions et progressions sur le mois. Ouais. Je crois qu'en l'espace de 2 semaines, ils ont fait presque 150 abonnés, quoi. Ouais, c'est énorme si tu relativises sur chaque jour. Ouais, c'est fou. Ça te demande en sachant que le compte avait 150 abonnés, tu vois, donc elle a elle a doublé en 2 semaines, et puis là, il reste encore 2 semaines. C'est fou, tu vois, tu te dis. Ouais. Puis tu parlais justement qu'il publie 2 fois par jour. 3 fois par semaine. Chaque 2 jours, ouais. Ah, ok. Ouais, du coup, c'est ma question. Tu penses qu'il faut publier à quel intervalle? Chaque combien de temps? Pour Moi, je être recommande un peu performant ou régulier? 2 à 3 par semaine. Ok. C'est suffisant. Après, si tu fais plus, ça n'a pas forcément d'impact ou... En fait, 2 à 3, ça te permet de varier le contenu. Ouais. Mais je suis conscient que tous les entrepreneurs n'ont pas le temps de poster 2 à 3 fois par semaine. Donc, en fait, forcément. Au minimum, juste 1 fois par semaine. Okay, juste de se dire que avoir au moins une présence. Ouais, exact. Mais d'avoir... Je préfère qu'ils publient 1 fois par mois et que ce soit 1 fois par mois un contenu vraiment qualitatif. Ouais. Plutôt qu'1 fois par semaine, mais que ce soit genre des memes ou des trucs pourris pris à gauche à droite. Avec un paragraphe. Ouais, exact. Non, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait de la valeur ajoutée, tu vois. Que ça reste la vitrine digitale, les réseaux sociaux. Donc, c'est important que ce soit quand même bien soigné. Non, c'est juste. Mais c'est un truc aussi que j'avais remarqué, tu sais, des fois quand je vois passer des pubs sur Insta, moi j'ai le réflexe d'avant de donner mes coordonnées, ou même si ça m'intéresse, tu vois, juste aller checker un peu le profil, voir ce que c'est. Et j'ai remarqué souvent quand il n'y a que une publicité avec juste une image publiée en 2019,
inconsciemment ou consciemment, je sais pas, je fais pas confiance, je passe à côté. Par contre, si je vois une pub, déjà, je suis dans la cible, je trouve ça pertinent pour moi. Je vais voir sur le compte, puis je vois qu'il y a quelqu'un qui est actif, tu vois, il y a un vrai humain qui publie une fois par semaine, ça. Je dis, ah ouais, quand même, bon, c'est vrai que ça m'intéresse. Souvent, je me laisse surprendre, tu sais, à laisser mon mail, mon numéro de téléphone, à aller voir un peu plus loin. Donc, c'est vrai que publier, même si c'est juste une fois par semaine, mettre au moins présent, puis montrer qu'il y a un vrai humain derrière ce compte, etc. Ça te met. En fait, dans l'agence, tu parlais de pixels Meta. C'est un peu le seul moyen de traquer d'où vient ton trafic. Ouais, ok. Et ça, c'est si tu fais de l'ADS. Mais quand tu fais de l'organique, un des moyens de traquer, c'est si tu donnes des codes promo, si tu fais vraiment un canal de vente lié à un certain réseau social, par exemple. Mais sinon, c'est dur de se dire, OK, lui, il est venu par Insta, mais est-ce que c'était un abonné de longue date ou pas ? On ne sait pas. Du coup, nous, ce qu'on a mis en place comme métrique, c'est la visite de profil. Okay. En fait, si on a, je sais pas, 100 visites de profil et 5 conversions, enfin 5 leads, c'est-à-dire qu'on a un profil Instagram qui a un taux de conversion de 5%. Sur les nouvelles personnes qui sont venues jeter un coup d'œil. Sur les personnes qui ont vu ton profil sur Instagram. Et en fait, on aimerait qu'on soit entre 10 et 20%, grosso modo. Parce qu'on n'achète rien. On laisse juste notre adresse, en théorie. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, on devrait être entre... je serais plus proche des 20% que des 10% quand même. Mais que quand tu as 100 personnes qui viennent, il y a 20 personnes qui laissent ton adresse mail. Et en fait, si tu as personne... Il y a 100 personnes qui viennent, mais qu'il n'y a personne qui te laisse ton adresse mail, ça veut dire que ton profil, il est optimisé dans la recherche. On te trouve facilement. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Après, mais ta page profil convertit pas. Et à ce moment-là, tu dois optimiser ta page profil, donc ta bio, ton identité visuelle, la story à la une, etc., pour rendre ton truc hyper attractif et avoir soit un lead magnet, soit des ressources gratuites différentes pour attirer et que les gens te contactent, en fait. Donc, cette visite de profil, c'est vraiment notre nouvelle métrique pour nous, de se dire, OK, si tu as des visites de profil, c'est que tu es visible. Mais si tu n'as pas de conversion, c'est que ton problème, il vient du profil. C'est un peu le même concept qu'on t'a envoyé du trafic sur un site internet. Donc, ça veut dire que ton ads, elle fonctionne. Si tu fais de l'ads, c'est-à-dire qu'elle est attractive, mais tu n'as pas de conversion sur ton site internet. Donc, soit l'ads que tu as fait n'est pas cohérente avec ton profil. La promesse du profil. La promesse de l'ads par rapport au site internet. Soit ton site internet il est pourri et pas optimisé. Et du coup, tu dois optimiser ça. Mais ça te permet de détecter un peu sur quelle métrique tu dois jouer pour optimiser. Parce que souvent, on dit j'ai des vues sur Insta, mais les vues, c'est quoi ? J'ai pas de clients. Ouais, voilà. Mais en fait, non, il faut juste prendre des trucs séparément. Il y a les visites de profil, il y a les clics sur le lien, il y a... du coup, nous, la métrique, c'est visite de profil, clic sur le lien. Et le nombre de clics sur le lien, ça te donne le nombre de personnes qui sont arrivées sur ta page de formulaire ou ta page... la page lead magnet, exactement. Et après, si ces gens-là, ils ont tous converti, ton lead magnet est incroyable. Si tu n'as pas de conversion, il faut peut-être optimiser ça. Et puis, tu organises ton canal de vente comme ça. Ouais. Okay. Je voulais juste te demander, avant, tu m'as dit, sur la partie Insta, tu as la possibilité d'avoir des recherches SEO. Ça, c'est les personnes qui sont dans l'onglet de recherche puis qui tapent, je sais pas, agence marketing, etc. Mais il y a des gens qui font ce type de recherche. Parce que toi, tu peux te positionner dans les meilleurs. Moi, j'appelle ça agence SEO. Je ne sais pas si ça a un autre nom. Mais c'est un peu le SEO d'Insta, en fait. Imagine, toi, sur ton nom Insta, c'est Jérémy Toron. Imagine, tu changes Jérémy Toron et tu mets Jérémy investisseur Sion. Si tu tapes investisseur Sion, tu as plus de chances de tomber. Tu vas sûrement sortir. Il y a pas mal de gens qui recherchent justement des trucs comme ça sur Insta. Oui, parce qu'il y a des gens qui cherchent quelque chose de spécifique. En fait, dès le moment que tu cherches quelque chose de spécifique sur Instagram, ils vont trouver directement sur ton profil, alors que pour te trouver, il faut juste mettre ton nom, prénom. Ouais, c'est vrai. Bon, après, tu as le descriptif. Je crois qu'à côté de ton nom, prénom en dessous, tu peux mettre... Tu as une partie, et ça, il faut l'optimiser aussi. Mais dans ton nom de profil, si tu arrives déjà à optimiser une partie, c'est top. Par exemple, les coachs, souvent coach de sportif, fitness, etc. Tu mets coach, le prénom, Genève. Et au moins, tu as le coach sportif, le prénom de la personne, et tu as Genève dans le mot.
Et puis, dans la bio aussi, hyper important de savoir ce que tu fais. Tu vois, si tu mets juste coach sportif, ça veut rien dire. Ouais. Par contre, je t'accompagne dans ta perte de poids ou dans ta prise de masse pendant 30 jours. Ouais, préparation physique, tu mets vraiment un truc spécifique. Exact. Là, ça match. Ouais, c'est ça. Ok. Dès le moment que c'est précis, ça match. Ouais, ça, je vois, faut vraiment affiner le plus possible. Parce que la plupart du temps, c'est noté coach sportif ou coach nutrition. Mais c'est quoi fondamentalement le service? Moi, je suis un coach nutrition. C'est quoi? C'est que tu vas m'aider à baisser mes calories tu vas me dans donner mes repas, tu vas me donner un plan, tu vas me donner un bilan de santé. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Ouais, parce que c'est pour les sportifs d'élite qui veulent augmenter leur performance, que c'est pour la personne un petit peu lambda qui veut juste perdre un peu de poids. C'est vraiment ciblé. Ouais, ça, je vois. Non, j'imaginais pas qu'il y avait autant de personnes qui faisaient des recherches justement sur Insta. On parlait de Google avant. Moi, je fais tout le temps des recherches sur Google. Ouais. Mais sur Insta, c'est vrai que j'en ai jamais fait, moi, des recherches pour trouver des coachs ou des trucs comme ça. Ouais, alors ça arrive dans certaines niches plus que d'autres. Mais là, par exemple, j'étais assez étonné pour une recherche que j'ai faite pour la nutrition, justement, une de mes clientes. J'ai cherché coach nutrition sur Google. Ouais. Je trouvais personne. Et je me suis dit, oh, c'est ouf, s'il faut mettre coach nutrition suisse en SEO, je pense que c'est hyper simple de se positionner, tu vois. Ouais. Et par contre, sur Insta, mais tu as une liste complète, coach nutrition, pour chaque canton, tu avais un truc. Et je me suis dit, ok, donc ça, typiquement, c'est la niche où tu as une chier de concurrence sur Insta. Ouais. Et tu n'as personne et une autoroute sur le SEO. Puis ça, sur Insta, tu aurais une solution, il y a des moyens pour remonter un petit peu dans le fil de recherche ou pas là, forcément? Là, actuellement, j'ai pas forcément de stratégie. En fonction de ça fait combien de temps que tu es sur Insta, combien tu as d'abonnés, de likes, je pense que c'est vraiment par rapport au nombre d'interactions que tu as avec les gens. C'est clair que si tu l'as vu plusieurs fois dans ton feed et que tu as liké potentiellement des posts, il va sûrement sortir avant les autres. Mais j'ai pas du tout la garantie parce que je sais pas du tout si c'est vraiment ça que l'algo va faire. Mais dans tous les cas, c'est un peu tu peux optimiser et tu as des chances que ce soit visible, ou tu fais rien et tu n'as aucune chance que ce soit visible. Okay. Donc, suivant comment, autant le faire et se préciser ce que tu fais. Ouais. Ok, ouais, je vois. Mais ouais, c'est assez intéressant de voir un peu les différents comptes qu'il y a. Et quand on fait de la veille, on voit de tout. C'est génial. Ouais, ça, je pense. J'essaie de faire un rituel un petit peu une fois par semaine, faire cette veille, pas forcément concurrentielle, mais juste voir l'analyser de mes posts. Ouais. Qu'est-ce qui a fonctionné, quel sujet a peut-être un petit peu mieux résonné, mieux intéressé, puis c'est après de reprendre par la suite. Ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est un vrai taf de refaire ça. C'est sûr. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Une bonne année 2025 qui est remplie de défis. Ouais. Et ce sera largement suffisant. Écoute, bonne année 2025 remplie de défis du coup. C'est un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui dans ce podcast. Plaisir également. Je mettrai toutes les infos, donc les liens de la formation. Encore une fois, elle est en test et en construction aujourd'hui, mais je vous mettrai quand même le lien, comme ça vous pourrez aller checker ce qu'il fait. Je mettrai aussi ses réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour un nouvel épisode prochainement. Merci beaucoup Jérémy. Merci à toi Mathéo. Ciao.